Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette émission spéciale sur votre chaîne de télévision Eden TV. Plus le temps passe, plus nous nous rapprochons inéluctablement des élections générales de 2026. Dans les états-majors politiques, l'heure est au déroulement de stratégies de conquête du pouvoir. Pendant que l'opposition appelle à la relecture du code électoral et du fichier électoral, eh bien la mouvance, elle, fait, je dirais, la fine bouche. Pas de relecture du code électoral. Et d'ailleurs, pour la mouvance, le fichier électoral n'existe pas. Alors, sur d'autres sujets également, les positions sont tranchées. Nous aborderons ces sujets avec notre invité. Il s'appelle Irénée Agossa. On ne le présente plus. C'est un acteur politique. Eh bien, il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. Monsieur Agossa, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Eden TV. Alors là, je vous remercie. Je suis très heureux de vous revoir encore sur un plateau. Plaisir partagé. Ça fait un bout de temps là. Monsieur Agossa, pourquoi votre parti politique, pourquoi la mouvance présidentielle refuse d'emblée de relire le code électoral alors que tout le monde appelle à la relecture de ce code? Je voulais vous dire d'abord que le code électoral est inséré dans un ensemble de réformes. Et cette réforme, c'est la réforme du système partisan. Donc, en déconnectant le code de cet ensemble de réformes, on ne perçoit pas l'utilité de ce code dans le cadre de l'aboutissement de la réforme. Et pourtant, ce code a été déjà relu une fois. Je dis, ça veut dire que c'est possible de le relire. Je vous dis que c'est dans un ensemble de dispositifs qui représentent la réforme. Aujourd'hui, le code a été expérimenté, donc ça veut dire qu'il y a eu des faiblesses, des forces qu'il faut absolument renforcer et pour que le code soit en conformité avec l'objectif fixé à travers la réforme. Donc, ce que j'ai toujours demandé à ceux qui veulent la révision du code, quel objectif ils se sont fixés. Parce que ceux qui ont élaboré le code dans le cadre de la réforme du système partisan, se sont fixés des objectifs clairs. Lesquels? C'est-à-dire la stabilité politique. La stabilité politique, indispensable pour la stabilité économique, pour la cohésion sociale. Monsieur Agossa. Donc, pour toute forme de développement, vous avez besoin d'une stabilité politique. Et ensuite, je reviens pour vous dire que nous avons besoin d'une cohésion sociale. Cette cohésion ne peut que venir à partir des grands partis nationaux, pas des partis régionaux, pas des partis ethnisés. Donc, ces partis doivent être des partis qui couvrent toute l'étendue du territoire national et permettent à ce que chacun aille dans chaque circonscription exposer sa vision et adapter ceci à travers un programme d'action pour satisfaire les besoins des populations. Nous sommes d'autant plus encore déterminés dans ces objectifs aujourd'hui que ce qui se passe en France nous montre que le Bénin est en avance. En matière de stabilisation, vous ne me laissez pas parler. Non, je dis en matière de stabilisation politique. Donc, c'est un fondamental, le fondamental. Il vise quel objectif Voilà. Est-ce que vous pouvez me le dire? J'ai jamais entendu. En fait, ils sont clairs, ils sont clairs sur leur démarche. D'ailleurs, vous faites bien de rappeler le contexte dans lequel ce code a été voté et tout le reste, mais ils pensent que ce code électoral, je veux parler du cadre de concertation de l'opposition, pense que c'est un code exclusif, un code qui ne permet pas à toutes les formations politiques d'aller de façon équitable vers les échéances électorales. Ils ont quand même raison de le penser, M. Agossa. Monsieur Abalou, oui. La loi est sélective. La loi n'est pas exclusive. La loi est neutre. La loi n'est pas chrysogène. La loi qu'on tasse d'exclusive, c'est l'homme qui lui inculque la notion d'exclusivité. La loi qu'on dit qu'elle est chrysogène, c'est l'homme qui, par ses intérêts, inculque la notion de crise là, au niveau de cette loi. Je veux vous dire. Mais c'est ce qu'on vous reproche justement. Ce sont les hommes qui ont fait cette loi. Qu'est-ce que le Béninois a fait? Celui qui a moins de 40 ans, il a fait quelque chose contre le pays? Celui qui a plus de 70 ans, il a fait quelque chose contre le pays? Mais pourtant, notre Constitution dit, quand vous avez 40 ans, quand vous avez
vous avez moins de 40 ans, plus de 70 ans, vous n'êtes pas candidat. Ce n'est pas la même chose ici. Attendez, je vous explique. Vous n'êtes pas candidat. Oui. Ça veut dire que la sélection s'est imposée. C'est une sélection. Donc, si vous n'avez pas 40 ans, vous attendez, vous avez 40 ans et vous êtes candidat. Si vous avez plus de 70 ans, vous jouez un autre rôle dans le pays pour être plus utile à votre pays que d'être chef d'État. Donc, la loi est ainsi. Aucune loi n'est exclusive. Donc, le code n'est pas exclusif. C'est eux qui sont en train d'inculquer la notion d'exclusivité au code. Le code n'a pas interdit à quelqu'un de ne pas aller aux élections. Le code a mis des critères que vous devez remplir avant d'aller aux élections, et comme partout. Mais des critères qui ont été corsés, il faut le dire. Lorsqu'on a expérimenté, lorsqu'on a expérimenté, vous allez me laisser aller, lorsqu'on a expérimenté le code pour la première fois et qu'on a vu même les difficultés qu'il y a eu, puisqu'en plein processus, l'Assemblée nationale a été obligée de se réunir à nouveau pour pouvoir faciliter l'élection des maires, si on peut appeler cela élection. Et puis après, quand on est allé à l'Assemblée nationale, on a corsé les dispositifs ou les dispositions. C'est cela que l'opposition parle donc d'exclusivité. Je vous rectifie d'abord, l'élection des maires, c'est une élection. Bon, certains parlent de nomination. Non, l'élection des maires. Vous parlez d'élection des maires. Oui, bien sûr. C'est une élection. C'est une loi votée par le Parlement qui a permis d'organiser les élections de 2020. Les lois sont là. Donc, ne dites pas que si on peut l'appeler élection. Non. En fait, donc, c'est une élection. L'élection des maires, c'est une élection. D'accord. S'il y a des problèmes, je vous le concède. S'il y a des problèmes et que maintenant on veut débloquer, mais on va au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? On va au Parlement. En plein processus? C'est prévu. En plein processus. C'est prévu. La loi est prévue. C'est ainsi qu'on le fait. Donc, c'est prévu. Si c'est anormal, mais on fait recours aux institutions de l'État qui vont dire que c'est anormal. Il y a les recours dans la République. C'est tout à fait clair. Donc, le fait de dire qu'on a exclu les gens, c'est faux. En 2023, les lois ont changé. Les lois n'ont pas changé. Mais pourtant, les démocrates ont été aux élections. Y a-t-il eu des crises dans le pays? Y a-t-il eu exclusion? Non. Mieux, quand la Sénat a dit qu'il ne peut pas participer aux élections, ils ont fait recours à la Cour constitutionnelle et ils ont participé aux élections. C'est ça la République. C'est ça la République. Donc, et c'est ça l'application de la légalité républicaine. Donc, c'est clair. Ceux qui ne veulent pas se mettre dans la dynamique de l'application de la légalité républicaine disent que nous sommes dans un système exclusif, nous sommes dans un système chrysogène. Donc, vous voulez refuser le droit de dire ça? Donc, ils peuvent le dire. Oui. Mais ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. D'autant plus que la preuve que ce n'est pas réel, c'est leur participation en 2023. Si c'était réel et qu'ils étaient exclus, les lois qui n'ont pas changé, rien n'a changé. Le cadre institutionnel est le même. Et pourtant, ils ont participé. Et ce qui a été même mieux, c'est parce que une institution qui gère l'élection a rejeté leur liste. En 2023, et ils ont fait recours et ils ont été repêchés et ils ont participé aux élections. Monsieur Agossa, en 2023, il n'y avait pas 20% dans toutes les circonscriptions électorales pour enlever un siège. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc, mais 10% qu'on avait prévu, on a constaté, d'ailleurs le législateur a constaté que quelqu'un peut se réunir, il peut réunir ces 10% sur le plan national en ayant les ADIA, en ayant les NAGO, en ayant les fonds, en ayant les baribas. Et nous risquons de nous retrouver dans une situation exactement qu'après les années 60, où nous avons la tendance Manga qui occupe le septentrion, la tendance Apiti qui occupe le côté est du Bénin, la tendance à Omandégbé, le centre et l'ouest. Nous ne pouvons plus faire ça. Et nous avons vu ce que ça a amené dans notre pays. Des coups d'État successifs. C'est ce qui a amené la révolution. Il faut tirer le son du passé. Nous voulons désormais des partis nationaux. Oui, alors, pour avoir ces partis, il faut pouvoir déterminer des critères qui vont permettre à ce que ces partis puissent être des partis nationaux. Finalement, et ceux qui ne peuvent pas remplir ces critères, il y a des conditions pour leur permettre de participer aux élections. C'est les différents accords qui ont été prévus par la loi. Oui, mais finalement, vous semblez foncer tête baissée, parce qu'au fond, les organisations de la société civile, la conférence épiscopale, les partis politiques, tout le monde s'accorde à dire
dire que ce code ne permet pas d'avancer. Je vous dis, mais vous êtes les seuls pratiquement à ne pas accepter cela. J'ai demandé au clergé quel est l'objectif. Parce que le clergé, au moins, peut respecter Dieu. D'autant plus qu'ils éduquent pour ça. Oui. Mais quel est leur objectif? Leur objectif, c'est qu'ils sont contre la stabilité politique. Non, comment vous pouvez dire que le clergé, en quoi le clergé est contre la stabilité politique? Qu'est-ce que le clergé a gagné? Ils sont contre la stabilité. Ils sont contre la lutte, contre la transhumance politique au Parlement, puisque c'est du réel, là. Oui, mais le code n'a pas empêché la transhumance. Malgré le code, on a vu des gens qui partent chaque week-end d'un parti à un autre. Mais ça, c'est un droit. Mais c'est la transhumance. Non, c'est pas la transhumance. La transhumance politique, c'est quand vous avez une élection, vous avez été à une campagne, et l'électeur vous a élu sur la base d'un programme. Vous allez au Parlement, vous trahissez l'esprit de votre vote pour aller ailleurs. Ça, c'est une transhumance politique. Et quitter un parti pour un autre, c'est pas une transhumance, oui. Pour un autre parti, pour dire que vous êtes transhumant. C'est la transhumance, pas du tout. C'est votre droit en tant que citoyen. Votre droit. Dès que ce parti ne vous convient plus, vous pouvez aller vers un autre parti. Quitter un parti pour un autre, ce n'est pas de la transhumance. On met ça dans la loi, la Cour constitutionnelle va aller contre. Parce que ça va contre votre droit individuel. C'est votre droit. Maintenant, si vous avez un mandat sur la base d'un programme et d'une vision, et que vous voulez trahir les élus, ceux qui vous ont donné cette chance pour que vous puissiez les défendre, alors la loi a dit non. Ce qui a amené à une stabilité politique au Parlement, ce qui a fait que le clientélisme politique a disparu et que nous sommes aujourd'hui dans une logique concrète qui nous envoie vers le développement. Donc, c'est ça ce que je dis pour vous dire que ceux qui disent que le code est mauvais, je leur dis, je vous ai dit à l'entrée, ils n'ont qu'à fixer leur objectif. Parce que l'objectif ici de la réforme du système partisan qui a permis de mettre en place tout ce que vous êtes en train de dire est clair. Moi, je l'ai évoqué. Mais eux, ils disent quoi? Ils veulent participer aux élections dans les mêmes conditions que tout le monde. C'est leur droit aussi. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Dites-moi un parti qui n'est pas soumis à ces conditions. Tout le monde est soumis à la même condition. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accord de gouvernance, par exemple. Ça se voit clairement, d'ailleurs, et le cadre de concertation des partis de l'opposition le dit clairement. Ça se voit que vous vous mettez ensemble parce que vous n'êtes pas sûr qu'à l'issue des élections, vous obtiendrez les 20% que le code demande. Donc, vous anticipez en vous mettant ensemble pour pouvoir réunir vos forces et continuer à gérer. Alors que vous savez très bien que de l'autre côté, il n'y a pas cette possibilité. Ça aussi, c'est un reproche quand vous faites. Comment ils n'ont pas cette possibilité? Oui, 20% dans chaque circonscription électorale. Mais comment ils n'ont pas cette possibilité? J'ai discuté avec un membre des démocrates la fois dernière. Ils disent quoi? Il m'a dit, je vous attends dans la 8e circonscription. Je veux voir comment vos deux partis-là, quel que soit l'accord que vous allez mettre en place, je veux voir comment vous aurez les 20% dans la 8e circonscription. Et je lui ai dit, moi-même, je vous attends dans la 24e circonscription. Je veux voir comment vous, ensemble, vous allez avoir les 20%. Mais là, on va vers une crise. Non, alors, visiblement. pas du tout. Nous sommes alors dans une compétition. C'est pour vous dire d'abord que ce n'est ni facile pour l'un ni l'autre camp. Parce que lui-même se dit que nous aurons des difficultés dans la 8e circonscription. Donc, et moi, je lui ai dit qu'il aura aussi des difficultés dans la 24e circonscription. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une compétition. Et chacun de nous reconnaît cette difficulté. La loi nous autorise à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour remplir les conditions exigées par la loi. Exemple, 2020, le président Mbeki avec le PRD n'ont pas pu réunir les 10% pour avoir les sièges en matière d'élections communales. Qu'est-ce que le président Mbeki a fait? Il a vu que la loi permet qu'il y ait les types de fusion. Le président Mbeki s'est fusionné avec UP pour avoir UP le renouveau. C'est les exigences de la loi. Il a fait. Rien n'empêche les autres de le faire. Et nous-mêmes, moi-même qui vous parle, j'avais mon parti. J'ai vu qu'après 2023, je ne pouvais plus compétir avec ce parti et permettre à ce que j'ai comme idée, nous avons comme idée, puisse passer. Le cadre n'est plus conforme avec les exigences légales. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je respecte les exigences légales en allant vers une fusion au niveau de UP, le renouveau maintenant. Qu'est-ce que vous le demandez maintenant? Vous le demandez à l'opposition Ils peuvent faire une fusion. Puis quelle loi les empêche? Mais ils sont libres aussi d'aller séparément. Ils comptent alors sur leur force. La loi les autorise à faire une fusion. Ou bien de se mettre séparément et de mettre en place des accords.
ce qui est important. Et là, nous sommes en avance. Voyez ce qui se passe en France. Eux, ils ne se mettent pas dans le principe d'accord avant les élections. C'est au cours des élections qu'ils font des accords pour barrer la voie à un camp. Mais nous, ici, on a été plus loin. On a corrigé ça. Nous mettons en place les accords pour permettre à ce que vous soyez sur la même ligne d'action en ce qui concerne la résolution des problèmes des populations. Que ce soit un accord législatif ou bien un accord gouvernemental. Donc, aujourd'hui, ils ont la possibilité. Toutes les forces de l'opposition peuvent se mettre ensemble et le faire, ou bien peuvent être dans une autre stratégie en disant, nous allons être dans les accords et nous irons nous battre. Et si chacun réunit les 10% à la base, nous allons pouvoir additionner nos voix, même si nous n'avons pas les 20% par circonscription électorale. Visiblement, donc aucune loi ne les empêche de le faire. Donc ne dites pas s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'on les a exclus. Pas du tout. Mais visiblement, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Et je crois que ils ont commencé par le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est un début. Ce que vous-même, vous avez... Nous souhaitons d'ailleurs qu'ils puissent le faire. Ce que vous-même, dans la mouvance présidentielle, vous êtes en train d'annoncer également un cadre de concertation de la mouvance présidentielle. Mais avant d'en arriver là, quand on suit votre développement, M. Agossa, on se rend clairement compte qu'il y a beaucoup de risques d'aller vers des difficultés. Parce que si vous mettez en doute la possibilité de l'opposition d'avoir 20% dans une certaine circonscription, qu'eux-mêmes mettent en doute votre possibilité d'en avoir dans une autre, ça veut dire que visiblement, on va vers, tout à fait normal. Vers des difficultés. Au cours d'un match de football, qu'est-ce qui se passe? L'autre vous dit, je vais vous marquer les buts, et l'autre répond, je vais marquer. Cela ne veut pas dire que personne ne marquera de but. Donc, écoutez, ça veut dire que nous sommes avant le match, et nous sommes en train de dire que chacun de nous aura des difficultés dans certaines circoncisions. Nous le savons maintenant. Nous sommes à près d'un an des échéances. Nous allons nous battre pour le faire. Mais est-ce que le but... N'armez pas les gens pour rien. Est-ce que le but d'un code électoral... Ne dites pas que c'est le code qui est mauvais. Ça veut dire que c'est les hommes qui sont incapables de muter et de s'adapter au code. Nous allons le faire et nous allons réussir. Vous allez voir après les élections que chacun pourra avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, ou bien seul, ou bien en accord avec d'autres forces, et nous aurons encore gagné. On aurait gagné sur le plan de la stabilité politique et de la cohésion sociale. Monsieur Agossa, est-ce que le but d'un code électoral, c'est de créer des difficultés? Il n'y a pas de difficultés, c'est des critères. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura des difficultés et tout ça, mais est-ce que c'est le but d'un code électoral? C'est normal qu'il y ait des difficultés un peu partout. Même à 20%, il y avait des difficultés pour certains. Voyons qui est avec eux. Son dossier n'a pas été rejeté à la Sénat. Et pourquoi il ne crie pas, etc. Mais pourtant, il est avec eux. Le dossier des autres, leur dossier a été retenu. Lui, il a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rejeté son dossier. C'est normal. Donc, il y a des difficultés un peu partout. C'est pour vous dire que la loi est la même pour nous tous. Donc, aujourd'hui, nous devons être dans ces contraintes et nous en sortir. Nous devons être encore plus contraignants, d'autant plus que les exigences des populations vont de façon exponentielle. Au moment où les ressources sont à un rythme arithmétique d'accumulation. Nous devons être très dynamiques et très proches de ces populations pour les écouter. Et la seule manière de le faire, c'est d'être très contraignant en ce qui concerne les contraintes, les critères qui vont nous permettre d'être élus. Et dès qu'on le fait, on ne va pas être comme la France. Je vous répète aujourd'hui, voyez une démocratie comme la France, voyez ce qui se passe, une stabilité dans tous les domaines, les certitudes. Mais nous, n'ayant pas encore ce niveau de développement, imaginez si nous étions là. Ce qui va se passer dans nos pays. On va certainement attendre 2026 pour voir... nous sommes sur la belle voie. Moi, je suis très heureux quand mon professeur m'a appelé de la France et je lui ai dit, professeur, je suis très heureux que le Bénin soit en avance sur vous. D'accord. Monsieur Agossa... Le Bénin est largement en avance. Et je dis au clergé, à tous les autres, ils sont dans une coalition. S'ils ne me disent pas leur objectif, ils sont dans la coalition, alors, du clientélisme politique. Ils sont dans vous mettez le clergé dans cette coalition? Oui, d'autant plus que vous l'avez cité. Mais le clergé a fait un colloque scientifique, je vous dis, M. Agossa. Il n'y a rien de scientifique. C'est un colloque scientifique. Il faut je leur ai dit de prendre une position, de prendre une position claire. Pourquoi vous les obligez à prendre? La position est très claire. D'autant plus que ce que Jésus nous a appris au début, tout ce qu'il nous a appris dans sa vie, c'est la responsabilité. Il faut l'assumer. S'ils prennent une position, il faut qu'ils l'assument. Il faut qu'ils l'assument. Aujourd'hui, que ce soit ONG, tout ce que vous dites là, ils sont dans une coalition
des micro-mafias dans notre pays. Non, mais pourquoi vous refusez? Ils sont dans une coalition d'instabilité politique. Ils sont dans une coalition de destruction Est-ce que je peux parler? Vous pouvez parler? Oui, voilà. Mais je dis aujourd'hui, non, parce que ce que vous dites... à moins qu'ils me disent l'objectif qui se fixe. Vous n'êtes pas dans un débat contradictoire avec les membres du clergé. Ils ne sont pas représentés sur ce plateau. Et donc, quand vous les tensez directement comme ça, ça pose un problème. Vous pouvez dire... C'est vous qui avez parlé du clergé. Oui, d'accord. Mais je vous donne un exemple, mais pas dans le sens d'aller jusqu'à des accusations que vous apportez. Non, c'est à vous de les retirer. Puis c'est vous qui avez... Non, c'est vous qui avez retiré le clergé de ces... Vous les avez mis dedans pour crédibiliser l'opposition et les ONG. Enlevez le clergé et dites que le clergé n'est pas dedans. Ce sont des faits, M. Agossa. Si vous les citez dedans, je dis que le clergé et les autres sont dans une coalition telle. Je suis un journaliste et donc je m'accroche aux faits. Les faits, c'est qu'il y a eu un colloque scientifique organisé par le clergé avec des résultats. Je suis un politique. Donc, moi, je vous présente les faits. J'interprète les faits politiquement. Oui, d'accord, mais pas en accusant comme vous faites, M. Agossa. Je n'accuse pas, c'est des constats. Vous accusez. Je dis, dès qu'ils ont, alors dès qu'ils disent qu'ils sont contre le code sans me fixer leur objectif, alors je les mets dans une coalition, d'autant plus qu'ils ont formé un groupe. Et cette coalition serait alors dans la logique d'être contre l'objectif que nous sommes fixés en matière de réforme du système partisan. D'accord. Il n'y a pas que le code électoral à relire selon le cadre de concertation des pouvoirs ou des partis de l'opposition. Il y a le fichier électoral. Les opposants pensent qu'il faut nettoyer le fichier électoral. Mais vous, au niveau de la mouvance présidentielle, vous répondez qu'il n'y a même plus de fichier électoral. Comment c'est possible qu'il n'y ait plus de fichier électoral? Vous allez voir que c'est le même groupe. C'est-à-dire quand je vous dis que c'est une coalition... Laissez les personnes. Non. Et occupez-vous des sujets. Je parle des sujets. Oui. C'est les mêmes qui posent les mêmes problèmes. Le sujet, c'est le nettoyage. Ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est eux qui parlent de la réélecture du code électoral sans objectif. Le nettoyage du fichier électoral. Donc, ils reviennent encore sur le nettoyage des fichiers. Donc, je veux vous dire que c'est eux qui, en fait, parlent des lois exclusives, des lois chrysogènes. Donc, vous allez voir à la fin de notre débat que c'est eux, en fait, qui incarnent l'exclusivité. Est-ce que vous pouvez laisser les personnes non, je parle vous occuper des sujets ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils sont dans une stratégie politique. Ils sont dans une stratégie. C'est pourquoi les mêmes se transforment encore et vont sur d'autres sujets. Le fichier électoral, c'est quoi? Le fichier électoral, parlons-en. Le fichier électoral, c'est quoi? Soyons sérieux. Aujourd'hui, nous avons eu le RAVIP et la base de données est au niveau du RAVIP. Donc, tout le monde a fait le RAVIP. Et ça n'a pas commencé au temps du président Talon. Ça a commencé longtemps. Parce qu'on a vu que les fichiers électoraux qu'on fait, les enregistrements par quartier, de façon rudimentaire, ne pouvaient pas accompagner la réforme du système partisan. Parce qu'il faut des élections crédibles, où la confiance doit s'instaurer. Donc, c'est clair qu'il faut désormais que chacun ait à son niveau le certificat du numéro et personnel d'identification. Le certificat du numéro personnel d'identification, vous l'avez. Et tout le monde là, c'est ceux qui luttent d'abord contre la fraude, puisque c'est unique. Et ça nous a servi dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des impôts, dans le domaine de la sécurité, etc. Ça a été fait. Et quand on voulait enregistrer nos numéros MTN, etc., on demandait ce numéro pour pouvoir individualiser la personne et pouvoir le suivre en matière de tête. Et la loi sur les données personnelles a été votée pour encadrer cela. Donc, cela est fait. Donc, la base existe. Donc, le fichier existe. Donc, non, je dis la base de données existe. Le fichier électoral, c'est la liste, l'ensemble de listes sur la base de laquelle les électeurs iront voter. C'est ça, le fichier dont vous parlez. Aujourd'hui, nous sommes en phase de la liste électorale informatisée. C'est une liste électorale. Donc, il y a un processus qui se déroule au niveau de l'ANIP et qui conduit à la mise en place de la liste électorale informatisée, la LEI. C'est ça. Donc, on a quitté l'autre étape. Donc, on a évolué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, la base de données que vous avez au niveau du RAVIP est versée au niveau de l'ANIP, où chacun, aujourd'hui, peut aller intervenir. Si vous n'avez pas été enrôlé par le RAVIP, vous allez dans les arrondissements, vous pouvez le faire, et vous aurez votre numéro personnel d'identification. Ça vous permet d'être dans la base. Et l'ANIP va extraire maintenant le fichier d'état civil des ayants 18 ans et au-delà. C'est ça qui va conduire à la LEI.
Oui. Et donc, quand l'ANIP estime ça, l'ANIP doit pouvoir faire une actualisation. Donc, il y a différentes étapes. Donc, ceux qui sont décédés, ceux qui ont changé, ceux qui ont eu 18 ans, etc. Donc, ceux qui ont changé de position, ça se réglera avec la Sénat, etc. Donc, dès qu'il y a le découpage, compte tenu du nombre de population, puisque c'est cette donnée qu'eux, ils vont fournir à la Sénat pour savoir le nombre d'individus ayant 18 ans et au-delà. Et ils ont un délai pour arrêter. C'est pourquoi la liste a fixé. Sinon, c'est là où il y aura le conflit. C'est-à-dire que si, à partir de 180 jours avant les élections, c'est coupé. Parce que l'ANIP aurait déjà fait son actualisation. Et quand l'ANIP fait l'actualisation, l'ANIP annonce, en 2003, en 2023, vous avez vu, annonce et dit à tous ceux-là, ceux qui veulent changer de position, ceux qui sont décédés, etc., et actualise cette donnée. Donc, le fichier d'état civil des ayants 18 ans et au-delà est actualisé. C'est en ce temps que le travail se fait. C'est en ce temps que la réforme du système partisan est en compatibilité avec le travail de l'ANIP. C'est en ce temps que nos cellules doivent être actives. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a exigé les 20%, que tout le monde ait de cellules partout, pour qu'il y ait une crédibilité au niveau du processus. Donc tout le monde doit aller vers les systèmes de l'ANIP pour l'actualisation. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que le fichier n'existe pas? Attendez, je vous explique. Parce que moi, je veux bien comprendre, les téléspectateurs veulent bien comprendre pourquoi vous dites que et tout le monde va participer à l'actualisation. Ce n'est au moment où, 20 jours avant les élections, que la liste existe au niveau de la Sénat. La liste sur laquelle, à partir de laquelle vous allez voter, va exister. C'est ça que nous disons. La liste sur la base de laquelle on veut voter aujourd'hui n'existe pas. 20 jours avant. Aujourd'hui, je défie quiconque pour dire d'aller me montrer cette liste-là. La LEI n'existe pas aujourd'hui. Mais ça va exister dans un délai fixé par la loi. C'est-à-dire 120 jours avant les élections, vous aurez ça. Et vous avez la possibilité, vous et moi, de participer à l'actualisation des bases de données qui se trouvent au niveau de l'ANIP à partir d'une programmation de l'ANIP. Et vous l'aurez avant les élections, avant les 180 jours que l'ANIP a pour pouvoir déposer la liste à la Sénat et que la Sénat et l'ANIP arrangent tout avant que la Sénat ne dispose maintenant de 120 jours et fait les affichages. Alors, est-ce que je peux placer un mot? Je vous demande la permission de... C'est pour vous dire ici que, à l'heure où nous parlons, n'importe quel technicien n'a qu'à me dire que le fichier électoral, là, c'est-à-dire la liste sur laquelle nous allons nous baser pour aller aux élections, existe. C'est faux. D'accord. Mais pourtant, il y a quand même M. Elias qui s'est prononcé. Je sais que vous l'avez certainement suivi. Il a dit clairement, lorsque le cadre de concertation de l'opposition est allé le voir, que la liste n'est ni du sucre ni du sel pour se fondre dans l'eau et qu'il est capable de prouver que la liste existe et même où elle est. M. Agossa, finalement, qui dit la vérité? M. Elias, je dis, il est dans un processus de protestation. Lui aussi. Il est dans un processus de protestation. Finalement, vous mettez tout le monde... D'irresponsabilité. Non, M. Agossa. Je dis d'irresponsabilité et de faux témoignages. M. Agossa. Je dis l'irresponsabilité, c'est quoi? Une minute. Je démontre. Vous permettez? Je démontre simplement ce qui se passe. Je suis d'accord. Vous allez faire toutes les démonstrations que vous voulez. Ça, je vous le permets. Mais je voudrais quand même que notre langage soit tel que on n'aille pas dans des... Oui, mais vous y allez un peu fort. Ce qu'il veut créer comme dégâts est énorme. Ce qu'il veut créer comme dégâts est énorme. Mais dans quel intérêt? Dans l'intérêt, bien sûr, de la coalition qu'ils ont formée. Je vous ai dit depuis le début. Vous le mettez aussi dans la coalition? Mais il est dans la coalition, puisqu'il est dans une logique de protestation. Je vous ai dit, il est dans une logique de protestation. Mais la protestation n'est pas illégale. Et, je veux dire, de faux témoignages. Faux témoignages, et d'où l'irresponsabilité. Mais ils ont fait l'opération avant l'élection de 2023, non? Oui. Il était le président du comité. Il était le président du comité. La liste dont il parle de 2023, c'est dans les poubelles. Ce n'est plus valable puisque de 2023 à aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des décès. Il y a des gens qui ont eu 18 ans, qu'il y a des gens qui vont se déplacer. Au moins les 3 qui étaient là. C'est sur la base de cette liste que lui veut travailler aujourd'hui.
Puisque ce qui dit que ça ne se fond pas dans le sucre, comme il a parlé comme une petite vendeuse de tabac, etc. Donc, dites-nous, ce qu'il veut faire croire aux gens, c'est dangereux. Donc, il n'a rien dit de quoi, il faut qu'il soit responsable. La liste de 2023 dont il parle, c'est dans la poubelle, ce n'est plus utilisable dans le processus d'aujourd'hui. C'est ça ce qu'on dit, l'inexistence dans le processus. Oui, c'est à partir de cette liste qu'il faut quand même faire un travail. C'est à partir des données d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont nouvellement 18 ans et ceux qui, en fait, sont intégrés, les étrangers qui n'étaient pas intégrés dans notre base de données, c'est ceux-là, et ceux qui vont se déplacer au niveau des bureaux de vote. C'est ces éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on doit faire après l'actualisation. Le problème, c'est qu'il y a une crise de confiance. Elias, il n'y a pas, c'est eux qui créent. Puisque l'opposition apparemment n'est même pas associée à tout ce processus. Comment on va s'associer? Oui, mais pour que vous preniez votre Momo, on vous a associé. On a mis un process en place qui vous garantit que votre agent est bien géré. Est-ce que c'est la même chose? C'est bien géré. On parle ici. Nous sommes aujourd'hui dans les nouvelles technologies. Nous sommes dans le numérique. Pour rassurer, il faut utiliser les nouveaux éléments, les technologies actuelles pour restaurer la confiance. Aujourd'hui, vous utilisez, vous prenez votre casier judiciaire par quel système? Par ce système. Vous pouvez rester ici et par Internet, vous avez votre casier judiciaire. Or, en temps, vous vous déplacez. Donc, c'est le même principe pour rassurer les populations et régler les problèmes. Et pour que la confiance existe, on permet à chaque citoyen, au moment de l'actualisation, d'avoir accès aux fichiers. C'est ça le vrai contrôle. Et que chaque parti, avec ses militants, demande à ce que chacun ait accès à ce fichier pour voir si son nom y figure, voir si son poste de vote est maintenu, etc. Et pour voir si, en fait, il n'y a pas d'autres mineurs dedans qui soient dans le quartier. Et pour régler les problèmes, ceux qui sont décédés, etc., etc. C'est ça le vrai contrôle. Et ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est vérifier le process qui conduit, s'ils veulent le faire, c'est vérifier le processus qui conduit à l'établissement de la LEI. C'est ce qu'ils veulent faire. Oui, mais pourquoi donc, alors, s'ils parlent de fichier électoral, ils ont un mauvais cahier de charge. Ils ont un mauvais cahier de charge. C'est-à-dire, puisqu'ils vont là-bas aujourd'hui, ils n'auront pas un fichier. Mais l'opposition pense que le chef de l'État lui-même a quand même promis faciliter la correction de l'État civil. Il leur a même dit qu'il est prêt à mettre les moyens. Le chef de l'État a joué son rôle. Le chef de l'État. Donc vous allez contre la volonté du chef de l'État? Pas du tout. Le chef de l'État est dans la logique de la transparence, de la cohésion et de la paix. Et vous donc? Nous sommes dedans, puisque nous avons seulement rectifié leur démarche. Mais pourquoi vous allez contre la volonté? On a rectifié leur démarche. On l'a dit que cela se fera dans le cadre de la légalité républicaine. On a rectifié leur démarche. On a rectifié. On ne leur a pas dit coller nous la paix. On a rectifié leur démarche pour dire que tout se fera dans le cadre de la légalité républicaine. Et la légalité républicaine, aujourd'hui, est claire. C'est la LEI. Et cette LEI est mise en place par un processus géré par l'ANIP. Et l'ANIP va pouvoir permettre l'actualisation de cette liste qui permet à chacun d'avoir accès aux données et de pouvoir faire ce qu'il doit faire pour qu'il soit vraiment un bon électeur. Donc, cela est fait. Personne ne va leur demander, personne ne leur a dit que nous sommes contre. C'est eux qui ont lancé cette campagne. C'est d'ailleurs ce pourquoi le groupe, là, avec tout ce que vous voyez, les différents acteurs, là, c'est pourquoi ils ont commencé par les partis politiques de la mouvance. Ils n'ont pas pu réunir eux-mêmes les partis politiques de l'opposition. Pourquoi vous dites ça? C'est ceux-là qui les ont renvoyés. C'est eux qui les ont renvoyés, ce n'est pas nous. Non. Est-ce qu'ils ont été voir d'abord FCBE? Est-ce qu'ils ont été voir candidat Zanel? Vous ne savez pas ce qui se fait. Ils n'ont pas commencé par là. Non, vous n'allez pas leur dicter leur démarche. Tant mieux. Parce que même au niveau de la mouvance présidentielle, il y a des partis qui sont allés vers d'autres, il y a des démarches. On en choisit, on commence toujours par quelque part. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous ne l'avons pas dit. On pouvait dire que c'est une manière d'exclure les autres. Mais non, ils ont mis en place un processus de sélection que vous appréciez. Ils ont sélectionné, ils ont dit que c'est les partis de la mouvance qui vont être là. Notre rôle n'est pas d'apprécier. Vous êtes dans la logique de la sélection. Mais dans cette sélection, je vous dis qu'il y a une démarche politique. Et c'est ça, vous êtes tombé dedans. Pour dire, vous les avez renvoyés. On ne les a pas renvoyés. On ne les a pas renvoyés. On a seulement recadré leur doléance. On a recadré leur doléance pour leur dire simplement ce que vous voulez est possible si et seulement si cela se fait dans le cadre de la légalité républicaine. Et nous avons décrit la légalité républicaine. Je viens de vous décrire tout à l'heure que ce que M. Elias a dit est faux.
Vous pouvez l'amener devant moi. Oui. Il n'est pas spécialiste du domaine. Je suis spécialiste du domaine. Je sais ce qu'on appelle l'audit qualité que moi je fais. Et le type d'audit qu'il veut faire, qu'il le dise. Quel type d'audit il a fait? Qu'il dise. Alors, je vais d'abord... Je vais vous dire qu'il veut créer des troubles. C'est lui qui veut créer maintenant ça, c'est vous qui vous leur prêtez... C'est lui qui veut créer la crise et on leur dit le gaspillage d'argent. Vous lui prêtez des intentions. Le gaspillage qu'on fait et que tout le monde soit là ou qu'on dise que le fichier soit crédible, etc. Qu'est-ce que lui veut contrôler? Il ne veut rien contrôler. Il ne peut rien contrôler parce que ce n'est pas de son domaine et il ne fait rien. La preuve, il vient de démontrer qu'un fichier n'est pas du sucre, un fichier n'est pas oui, c'est sa position. Un fichier, ce n'est pas comme un bloc que vous voyez ici et qu'on impose du tout. Et aujourd'hui, c'est une dynamique parce qu'il y a des naissances, il y a des morts et il y a un délai pour pouvoir légal, pour pouvoir avoir... Je dois vous rectifier pour vous dire que personne sur ce plateau n'a dit que vous avez renvoyé qui que ce soit. Ça n'a jamais été dit. Je suis très heureux. Vous avez eu une position qu'on a rappelée simplement. La position, je l'ai rappelée, nous avons rectifié. Nous avons rectifié. Voilà. Donc, on les a recadrés. Voilà, personne n'a parlé de renvoyer qui que ce soit. Je suis tout à fait heureux et que important. Les téléspectateurs et téléspectatrices puissent comprendre que non, ils ont compris. Par vous d'ailleurs, que leur stratégie n'a pas marché. Non, pas du tout. Nous n'avons renvoyé personne. Non, mais vous semblez être dans votre logique, M. Agossa. Je ne vais pas vous suivre totalement dans cette logique-là. Mais ce qui est sûr, il y a quand même une situation qui n'augure pas d'un lendemain meilleur par rapport aux élections à venir. Pourquoi vous voulez alarmer les gens? Non, ce n'est pas nous. Pourquoi vous voulez alarmer le peuple? M. Agossa, nous vous posons des questions. On rassure le peuple à chaque instant. Nous, on vous pose des questions. C'est notre rôle. À chaque instant. Notre rôle est de rassurer le peuple. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et les éduquer. Et les conduire à ce qu'ils soient plus exigeants envers les dirigeants politiques. Et les dirigeants du pays n'aient pas la facilité. Il faut que le peuple soit plus exigeant. Et pour cette raison, il faut nous conduire vers ce peuple. Et qu'on soit obligé de mieux les former, de mieux les éduquer. Et que ces populations soient engagées dans le processus du développement du pays. Et que cela soit secteur par secteur. Si on n'est pas aussi exigeant, mais comment le parti politique du Nord, qui a un fief au Nord, viendra chez moi, à Zanyando ou à Tandon, pour pouvoir parler? Ils sont tenus, nous sommes tenus d'aller partout dans le pays. D'autant plus que nous avons le financement public. Nous avons le financement public. Donc, le contribuable béninois vient en aide à ces partis pour permettre à ce que nous ayons de bons citoyens et de bons militants. Et ça, c'est important pour la paix. C'est important pour la cohésion sociale. C'est important pour la stabilité politique. Et c'est ça qui va nous amener vers le développement. Vous allez voir qu'après 2026, il y aura une amélioration du débat politique. Il y aura une amélioration du débat parce que vous ne pouvez plus être élu si vous êtes un détourneur. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas le langage, qui ne sait pas discuter avec la population. Parce que la concurrence serait énorme au niveau des grands partis. Donc aujourd'hui, ça ne serait plus comme en temps où tu es beau-frère du chef de parti, tu es lié à tel parce que ton papa a été chef d'État, alors tu prétends être tel. Mais terminer ça. Aujourd'hui, les choses vont changer, d'autant plus que si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes populaire, vous êtes adapté aux contraintes de la réforme. Mais c'est bien quelqu'un qui fait les listes électorales. C'est bien quelqu'un qui pose les candidatures. M. Agossa, vous dites que ça va améliorer le personnel politique, mais c'est pas ce qu'on voit, apparemment. Parce que jusque-là, le personnel politique... oui, d'accord. Nous sommes dans la réforme. Oui, mais c'est pour ça que certains pensent que cette réforme... Déjà, la réforme a donné ses résultats. Lesquels? La stabilité au Parlement. Vous devez douter de ça? La stabilité au Parlement. Mais c'est quoi? C'est grand. Ça rassure un certain nombre d'acteurs, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan traditionnel, sur le plan du développement du pays, de la confiance. C'est ça. Aujourd'hui, notre Parlement est respecté, respectable. Et ça donne une image d'un pays qui se respecte, un pays où on peut être fier d'appartenir à ce pays. C'est ça. Il y a deux blocs qui se respectent. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Et la réforme aujourd'hui va obliger à ce que ça ne soit pas des antagonismes, que ce soit des blocs de dialogue. C'est pourquoi on a exigé qu'il y ait des accords, qu'il y ait des habitudes où vous devez échanger si vous êtes de la même tendance politique.
ce qui vous permet d'être à l'apprentissage du dialogue, ce qui vous permet d'être à l'apprentissage des compromis et qui fera que vous pouvez discuter avec un camp adverse. Parce que le pays est pour nous tous. Le pays est pour nous tous. D'accord. Et chacun doit pouvoir être dans son couloir avec sa vision, avec sa manière de régler les problèmes et permettre à ce que nous nous entendons et trouver solution aux problèmes des populations. Mais le problème, ce n'est pas les listes. Oui, la référence ici, c'est le besoin des populations. Si vous faites une liste ou vous le faites comme ça, les populations vont sanctionner. Si les populations sanctionnent et que vous n'êtes plus un grand parti, vous allez disparaître. Donc, et ce qui fait que nous aurons un toilettage de l'environnement politique et ce qui permettra d'avoir un environnement politique sain et des débats sains, des débats d'un niveau élevé qui, en fait, vont prendre en compte les besoins des populations. Je vous trouve très optimiste, M. Agossa, par rapport à l'avenir. Les téléspectateurs, certainement, vous trouvent aussi très optimiste, mais certains acteurs, pas des moindres dans le pays, en appellent aux assises nationales. Ces acteurs pensent que nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, il va falloir s'asseoir pour repenser l'avenir de notre pays. Que répondez-vous à cette demande qui se fait de plus en plus persistante? Parce que là, on entend régulièrement c'est le même cette volonté. Citez-les. Mais comment, vous entendez au moins? Oui, je vous dis, c'est les mêmes acteurs. Il n'y a pas de nouveau. Vous n'êtes pas prêt à vous asseoir et à discuter avec les gens? Le Parlement est là. Mais ce n'est pas que le Parlement. Les gens qui sont incapables. Les assises qu'on demande vont au-delà du Parlement. Dans le système représentatif de débattre. Comment? Alors que c'est. Mais on les voit parler. Qui refuse le débat? Ils n'ont jamais refusé le débat, M. Agossa. Nous ne sommes pas dans une crise de régime. C'est en cas de crise de régime que vous allez à une assise nationale. Quand nous étions à la conférence nationale, on était à une crise de régime. On n'en est pas là. Les institutions fonctionnent aujourd'hui. L'alternance se réalise dans notre pays. Jamais il y a eu un coup d'État constitutionnel dans notre pays. Jamais depuis 1990, aucun président n'a forcé la Constitution et se maintenu au pouvoir. Aucun. Dites-moi un. Personne ne l'a fait. Même après la quarantaine de jours ajoutés au mandat présidentiel. C'est la loi, c'est le Parlement qui l'a voté. Un Parlement monocolore à l'époque. Mais c'est la loi qui l'a voté. D'accord. C'est la loi. Une seule tendance. Mais vous êtes en train de critiquer la forme. Je parle de la loi. Moi, je parle de la loi. La loi, dès que c'est voté au Parlement, quelle que soit la forme du Parlement, c'est une loi qui s'impose. La preuve, en 2023, ceux qui contestaient ça se sont ralliés à la loi pour être représentés. Donc c'est pour vous dire que c'est la loi qui l'a je vous pose des questions, M. Agossa. Et je vous réponds pour que oui, d'accord, mais apparemment, dans vos réponses, vous semblez... vous prendre comme un opposant. Je ne suis pas votre contradicteur. Moi, je vous pose des questions. Vous posez des questions. Donc, vous laissez les personnes et allez sur le sujet. Je n'attaque pas les personnes. Je vous dis, c'est la loi. C'est la loi. Aujourd'hui, c'est la loi qui l'a fait. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes là maintenant, c'est la loi aussi qui a permis d'élire les députés qui sont là. Tous les députés qui sont là sont les députés de la réforme du système partisan. Puisque c'est les lois issues de la réforme qui les a élus, ils sont là. Je veux vous dire simplement que, en réalité, nous sommes dans un processus qui permet d'évoluer, d'améliorer nos performances, Et tous ceux qui vous disent qu'il faut l'assise nationale aujourd'hui, dites-leur quel est leur objectif. Dans toute démarche, il y a toujours un objectif. Mais vous n'allez jamais les entendre sur l'objectif. Or, ce qui se passe ici, c'est un objectif. Un constat qui a été fait par tout le monde. Yahi Boni, le président Yahi Boni l'a fait à l'investiture de 2011. Et chaque homme politique a demandé qu'il y ait une réforme du système partisan. Et si le président Talon, en qui moi je n'ai pas cru au début, parce que je disais que les hommes d'affaires ne pourront pas mieux faire. Mais qui a relevé le défi en assumant sa responsabilité, en disant qu'avec l'autorité de l'État, il faut que nous mettons en place cette réforme, il faut le féliciter. Donc, je veux vous dire que cela ne nous a pas amené à une crise de régime. Donc, ils n'ont qu'à attendre. Les populations leur ont dit aujourd'hui, faites le débat au Parlement. Vous avez vu des populations dans les rues pour vous dire qu'ils veulent mais ça. Le débat ne se fait pas vraiment au Parlement. D'autant plus qu'ils n'ont pas la culture du débat. Non, mais... Ils n'ont pas la culture du débat. Oui. Vous me donnez raison encore qu'il nous faut obligatoirement une réforme du système partisan. La réforme du système partisan va obliger chaque camp à pouvoir s'habituer à
des accords de gouvernance, des accords législatifs et permettra à chacun d'avoir cette culture de parlement. Est-ce que les accords de gouvernance dont vous parlez ne sont pas, est-ce que les accords de gouvernance dont vous parlez ne sont pas une reconnaissance tacite de vos faiblesses, M. Agossa? Mais quelle honte on a de reconnaître qu'on a des faiblesses. Si vous ne reconnaissez pas que vous avez des faiblesses, comment vous pouvez vous améliorer? D'accord. Même dans votre profession, là où vous êtes, je vous connais, vous avez toujours l'habitude de faire le point de vos qualités et de vos faiblesses. Absolument, oui. Et du coup, vous améliorez toujours. Donc vous reconnaissez. Ce n'est pas pour rien que tout le monde vous apprécie. On vous apprécie parce que vous avez fait ce point. Et vous améliorez vos faiblesses. Tout le monde ne m'apprécie pas. Oh, non, rassurez-vous. C'est pas parce que vous êtes là que oui, bien sûr. Je vous connaissais. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la dimension que vous avez dans cette profession, ce n'est pas comme on le faisait à Radio Topa. Vous avez pris notre dimension. Hein, malgré votre raccourci par la politique, ça ne vous a pas du tout empêché d'avoir une carrière professionnelle enviée et enviable. C'est parce que vous avez toujours l'habitude de voir vos faiblesses et de les corriger. D'accord, donc ça ne gêne en rien de reconnaître ses faiblesses. Oui. De nous reconnaître ses faiblesses et qu'il soit dans la logique de les corriger. D'accord. Alors, dans un environnement pareil, M. Irénée Agossa, comment entrevoyez-vous 2026? 2026 se déroulera dans la paix, dans la transparence, dans la cohésion, parce que les instruments de la confiance et autres sont implantés. Vous allez voir tout à l'heure que ceux qui parlent de fichiers vont se rendre compte que rien n'est caché. Puisqu'ils iront à la NIP. La NIP va parler du process. Et tout le monde est informé. Et quand l'actualisation va commencer, vous allez voir le travail de chacun. Ceux qui seront en retard, c'est ceux qui ne se sont pas mis dans la logique de la réforme. Il faut installer les cellules partout. Il faut éduquer les populations aujourd'hui à pouvoir s'inscrire. Et l'État déjà nous a aidés. Tu ne peux rien aujourd'hui sans ton numéro personnel d'identification. Tu ne peux rien. Tu vas à la banque, on te demande. Tu vas partout, on te demande. Donc, l'État nous a déjà mis dans l'obligation de le faire. Et c'est gratuit. Donc, ça permet à ce que tout le monde soit déjà fiché. Tout le monde soit dans la base de données. Et ce qui fera que, par transparence, par culture de transparence et de confiance, nous allons avoir un rapport à l'autorité qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, le rapport à l'autorité fait qu'on se dit que est-ce qu'il n'y a pas de doute? Est-ce qu'on ne va pas nous trahir? Non. Nous avons des technologies aujourd'hui qui permettent à ce qu'on peut comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai mon fils, son patron est aux États-Unis, mais il contrôle les retards au boulot. Juste par les caméras intelligentes et avec l'Internet, il connaît tous ceux qui sont arrivés en retard parce qu'il faut badger avant de rentrer. Et donc, avec cette technologie, la confiance existe et nous pouvons évoluer en étant en phase avec l'évolution technologique dans le pays. Donc, je rassure tout le monde que les élections vont se dérouler dans la paix et dans la confiance. Je suis d'accord qu'il y ait des inquiétudes, tout à fait. Je suis d'accord qu'il y ait des inquiétudes. Vous percevez les inquiétudes des uns des autres? C'est normal, nous sommes des humains. Que des gens s'inquiètent parce que peut-être leur stratégie ne va pas marcher. Parce que ce qu'ils pensent ne va pas marcher, parce qu'ils pensent que l'autre peut trahir, etc. Mais il faut qu'ils se mettent dans la logique des populations. Aller former les populations. Les meilleurs qui peuvent sauvegarder les résultats d'une élection, c'est les électeurs. C'est eux. Et qui doivent savoir que l'élection commence à partir de l'inscription sur les listes. C'est-à-dire, ici, déjà par l'actualisation des données au niveau de la NIP. Il faut le leur dire, pour que tout le monde soit prêt. Donc, et c'est clair que nous devons être dans cette logique pour rassurer. Quand d'autres sont en train de dire que ça serait difficile, que ça serait ça, il faut qu'il y ait un camp qui puisse rassurer les populations. Et c'est notre rôle. Nous sommes en train de rassurer pour leur dire. Et nous allons continuer ce travail pour que tout le monde soit confiant, que tout le monde ira voter selon sa conscience et selon ses besoins par rapport aux programmes qui seront présentés. Nous avons dit que nous allons décrypter l'actualité. Nous venons donc de parler justement du code électoral, du fichier électoral aussi et des assises que vous rejetez d'emblée. Ne rejetons pas. Nous plaçons ça dans un bon contexte. Bon, d'accord, si vous le voulez. Mais il y a un autre sujet qui est quand même actuel aussi, c'est la demande du groupe de travail des Nations Unies quant à la libération des prisonniers politiques, notamment de M. Joël Aïvo et de Mme Riki Amadougou. Est-ce que finalement, vous aussi, vous allez plaider pour ça? Parce que quand on vous suit, votre parti politique a l'habitude de publier des communiqués sur des faits d'actualité au choix.
parce que vous ne publiez pas sur tous les sujets, mais sur ce sujet particulièrement, on ne vous entend pas, alors qu'il s'agit d'une demande d'un groupe de travail des Nations Unies. C'est quand même important, M. Agossa. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est un groupe de travail. Ce n'est pas une juridiction. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes d'accord? Oui, mais à partir de l'analyse d'un certain nombre de faits, tout ça. On ne va pas juger. Ce n'est pas une juridiction. Et ce qui s'est passé dans notre pays, c'est une juridiction de l'État béninois. Un État souverain qui a conduit à la condamnation de certains citoyens, de certains de nos compatriotes. Nous sommes d'accord. Donc, le travail fait par ce groupe de travail, ce n'est pas grave, c'est une réflexion, mais c'est face à un État. C'est face à un État. Donc, l'État prendra cela certainement en compte et verra si cela est en conformité avec la procédure judiciaire de son pays. Mais ça prend du temps. Donc, ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans que ça dure. Cela est clair. Le véritable problème en ce qui concerne nos compatriotes, c'est de dire est-ce que la procédure ou la démarche au niveau de nos juridictions, si c'est ça qu'on remet en cause. Parce que si c'est ça qu'on remet en cause, ils ne sont pas les seuls. Il y a qui d'autre? Les Gaïman, ils ont été... Vous voulez les comparer? Attendez. Oui. Je dis si c'est la crédibilité de la juridiction qu'il faut remettre en cause, la démarche pour condamner qu'il faut remettre en cause, ça veut dire que tout ce qui a été condamné par cette juridiction, il y a des failles. Donc, il y a des failles dans la démarche. Il faut aller les repérer là où il y a des failles. C'est-à-dire, par exemple, une juridiction où il n'y avait pas de recours, je suppose. Oui. C'est une faille. Il faut instaurer des recours. Parce qu'on ne peut pas rester à la première instance pour dire que c'est réglé. Alors, est-ce que ça donne assez à des recours à tel niveau, etc. Est-ce que c'est l'indépendance de la justice que nous voulons? D'autres pays ont essayé. Vous savez qu'aux États-Unis, on élit les juges. Parce que le juge rend la justice au nom du peuple. Le juge rend la justice au nom du peuple. Les juridictions, la criette, c'est au nom du peuple que ça se fait. Donc, tout ce qui se fait, ce n'est pas au nom d'un chef d'État. Ce n'est pas au nom d'un gouvernement. C'est au nom du peuple, au nom de nous tous. Mais est-ce que pour la cohésion nationale... Si les Rikia ont été condamnés, le procès Joël Aïvo a été condamné, c'est au nom de nous tous. C'est ça ce qu'il faut dire. Est-ce que ce qu'ils ont fait au nom de nous tous est mauvais? C'est là la question. Si c'est mauvais, alors il faut aller voir tout le process et faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. C'est là le problème. Mais on ne peut pas estiper quelques-uns et dire que non, c'est seulement le cas particulier de ceux-là qu'il faut régler. Nous sommes en train de ne pas régler le problème. C'est pour cette raison que nous cornons à la rigueur de la justice et des institutions dans le pays. Si vous ne voyez pas les communiqués du parti dans ce sens, nous laissons la justice travailler et que les recours existent. Ceux qui demandent par exemple que le président libère, les gens accordent une liberté, la procédure existe. Le président peut accorder une liberté. C'est clair. Mais la procédure existe légalement. Donc ça, c'est clair. Mais que veulent ceux qui sont là? C'est par rapport à ça qu'il faut le dire. Ils veulent la paix. Ils veulent la cohésion nationale. Ils veulent l'amnistie. Ce vous parlez. C'est le droit, non? Oui, ils veulent l'amnistie. Donc, c'est le Parlement qui décide de l'amnistie. Sur la demande du chef de l'État ou bien ils s'autosaisit. Donc, il revient à leurs députés de savoir discuter avec les autres et prouver que ces compatriotes ont besoin de l'amnistie. Comme ils ont discuté avec nous pour avoir le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée. Parce qu'ils savent le faire. Ils savent le faire. Donc, ils peuvent discuter. La politique, c'est une question d'échange. Ce que vous avez comme force, vous mettez en place et vous discutez avec l'autre. Et je vous reviens ici pour dire que le président de la République a demandé qu'on mette en place une structure que personne n'a voulu constater. Parce que nous, on l'avait dit entre-temps. Il faut mettre en place pour notre démocratie un cadre qui permet de régler certains problèmes au-delà des rivalités politiques et des rapports de force politiques. Et ce cadre, c'était le cadre des anciens présidents de la République. Et on pourra discuter de certains problèmes, au-delà des rapports de force politique, aussi de ce cadre-là.
Et moi, j'ai ajouté récemment que les anciens présidents d'institutions soient des conseillers au sein de ce cadre, de manière à ce que nous ayons un groupe avec une certaine expérience et une certaine autorité dans le pays qui puisse aborder certains problèmes au-delà des rivalités politiques et des rapports de force politiques. Nous allons atterrir, M. La solution est là. Au lieu d'aller saisir les groupes de travail, etc., à l'ONU, c'est une perte de temps. On peut venir ici et travailler. Et moi, j'ai dit qu'on peut le faire. Nous sommes un pays d'exception, un peuple exceptionnel. Nous sommes intelligents. On peut le faire, mais ce n'est pas partie du fait qu'on ne le reconnaisse pas, qui fait que nous sommes en arrière. Le président Bonigaï pouvait accepter, le président Nicéphore Dieudonné Segour pouvait accepter ce cadre, mais ils l'ont refusé pour des intérêts qu'ils savent eux-mêmes. Mais ce cadre pourra exister. Moi, je demande, et je continue de me battre au sein de mon parti pour que ce cadre-là existe, parce que ça va stabiliser encore notre démocratie. D'accord. Monsieur Agossa, pour finir, vous serez candidat à quelle élection en 2026? Ah ben, c'est le parti qui décide. D'accord. J'ai envie. Vous avez des ambitions à quelle élection municipale, législative, présidentielle? Ça vous intéresse de repartir encore à l'élection présidentielle? C'est le parti qui décide. Oui. Aujourd'hui, c'est clair. Mais vous avez déjà été une fois candidat à l'élection présidentielle. De représenter le parti au niveau local, le parti va me désigner dans cette commune ou dans cet arrondissement. Si j'ai une capacité de représenter le parti de façon digne et de lui apporter un plus au niveau d'une circonscription, je serai désigné sur la liste des députés. Si j'ai la capacité de défendre ce parti sur le plan national, le parti va me désigner. Encore que je n'ai pas cette ambition cette année. Ah bon, d'accord. Donc vous avez fermé totalement cette page. Je ferme un peu cette porte parce que d'autant plus que je crois qu'il faut enraciner le parti totalement. C'est cette mission que je me suis donnée et lutter fermement contre cette coalition. Cette coalition qui veut nous ramener en arrière. Cette coalition de la gabégie. Est-ce que votre parti... Cette coalition de l'instabilité politique. Est-ce que votre parti... Il faut réduire cette coalition. Est-ce que votre parti fait déjà le débat de 2026? Est-ce que vous pensez déjà qui va porter le flambeau de l'UPR? Nous sommes en train déjà de mettre en place le processus. Vous n'avez pas vu? Non, je ne suis pas membre de votre parti, pas du tout. Dites-nous, informez-nous. Nous avons fait la tournée gouvernementale. C'est le processus? Pour désigner votre candidat? Très bien, d'autant plus que nous savons la satisfaction ou non des populations sur tel projet. N'oubliez pas que nous sommes un parti qui soutient l'action gouvernementale. Donc, à quel niveau les populations sont satisfaites? À quel niveau elles ne sont pas satisfaites? Et quels sont les besoins futurs? Ça ne donne pas une idée de l'identité de votre... Ceci nous permet d'identifier ces problèmes secteur par secteur. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un budget là, à court terme, qui puisse faire face à ces problèmes-là tout de suite. Et nous permet de projeter à moyen terme ce qu'il faut faire pour satisfaire nos populations. Est-ce que vous avez identifié la personne? Déjà, qu'est-ce qui va se passer avec ce programme? Nous allons voir celui qui incarne au mieux. Donc vous n'avez pas encore vu celui qui incarne au mieux parmi nous cette vision et ce programme d'action. Et celui-là serait désigné. Donc, dès que vous ne partez pas de ce processus, vous allez faire un saut dans le vide. Aujourd'hui, celui qui va incarner le parti, c'est dans le cadre de la résolution des problèmes du pays. Votre conclusion, nous n'allons pas faire comme les autres, etc. Votre conclusion maintenant. Notre conclusion est claire. Nous avons fait le travail. Le budget est en train d'être voté au Parlement. Mais je suis au regret de vous dire que ceux qui n'ont pas de vision, ce groupe dont vous parlez... On ne peut pas voter non plus le budget à 100%. Ce groupe dont vous parlez, ce groupe dont vous parlez, quel problème qui n'a pas de démarche et qui certifie le fait qu'il nous faut une réforme du système partisan, ce groupe ayant voté à l'absence des micros, au niveau des commissions, et a déposé des amendements qui ont été pris en compte, ce groupe est en train de presque aller dans un déni quand il s'agit de voter le budget général de l'État. On ne peut pas aller contre un budget en ne justifiant pas quand il s'agit de nourrir toutes nos populations à la base des cantines. Ça, on l'a dit. Quand on veut réhabiliter les hôpitaux, et quand on veut s'occuper des plus pauvres à la base, et quand vous voulez que vous dites que vous êtes un parti du peuple,
il faut s'occuper du peuple. Il faut dire en réalité votre orientation politique et comment vous voulez résoudre ces problèmes au lieu de vous lancer dans un réquisitoire qui n'a rien à voir avec les problèmes du pays. Donc, c'est ça. Et je vous dis ce qui se passe au Parlement, je l'ai déjà dénoncé, c'est la preuve que nous avons besoin d'une réforme du système partisan. D'accord, merci beaucoup. On certifier et d'être plus rigoureux au niveau des critères pour que nous aurons de grands partis. Et vous serez très admiratifs désormais des débats budgétaires. Voilà, justement, j'allais justement en parler. On refera le débat sur le budget général de l'État. Je serai très heureux. Il y a plusieurs débats qui doivent être faits avec vous. Enfin, mais désormais, demander à un de nos opposants de venir pour que nous puissions tout au moins voir si ils savent lire un budget. D'accord, d'accord. Monsieur Agossa, on va faire la démarche. Et puis, on espère juste arriver à nos fins. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à Permettez-moi une fois encore de vous dire que les populations n'ont qu'à se rassurer. Ceux qui sont en train d'alarmer, c'est juste pour une stratégie. Ils veulent se victimiser, demander leur programme d'action. Et c'est ce que nous voulons faire pour le pays. Notre pays a besoin d'une stabilité. Et c'est ça que nous avons déjà fait. Nous allons continuer dans tout ce que nous sommes en train de faire pour avoir un pays digne du nom, où notre identité de peuple exceptionnel serait respectée partout. Merci, M. Agossa. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous sommes arrivés au terme de ces échanges quelquefois vifs entre M. Irénée Agossa et nous-mêmes, mais c'est pour la bonne cause, c'est justement pour la meilleure compréhension des sujets d'actualité. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-nous toujours sur les plateaux de Eden TV chaque jour pour d'autres débats aussi croustillants les uns que les autres. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt pour une autre émission spéciale, sait-on jamais. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.